Tranche de coupe saison 5, 30 minutes d'actu, de coups de cœur de notre vie, et de nos sorties par Guillaume et Max. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on est ravis de vous accueillir pour ce 21e épisode de la saison 5 de notre formidable podcast Tranche de couple. C'est un épisode qu'on a choisi d'intituler Gueule de bois. On vous expliquera pourquoi. Je sais pas ce qu'il y a à rajouter en fait. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Le titre était assez évident ce matin pour plusieurs raisons, des raisons positives mais surtout des raisons négatives. On y reviendra. Vous avez peut-être la même, de toute façon. Oui, voilà, on en est tous là. Et puis voilà, on voulait aussi vous dire qu'on enregistre de manière exceptionnelle aujourd'hui, lundi 1er juillet, et non pas le week-end. Ça fait partie des raisons de notre gueule de bois. Non, pardon. Voilà. Et donc, comme d'habitude, on voulait vous remercier pour votre écoute et n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos proches ou vos amis ou on ne sait pas qui, ce qui nous permettra de continuer à diffuser ce podcast largement. Absolument, merci Max. Alors, premier sujet, puisqu'on parle de gueule de bois, c'est la gueule de bois de Ursula von der Leyen au lendemain de sa reconduction. On a proposé sa reconduction, en tout cas, comme présidente de la Commission européenne, mais... Bon. Alors, c'est pas sûr que tout fonctionne comme sur des roulettes. Alors, revenons peut-être d'abord sur le paysage, le point de situation à Bruxelles, où effectivement, il y a eu finalement, vous vous souvenez, début juin, juste après les élections européennes, il y a eu un premier dîner informel des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, et ils devaient se mettre d'accord sur qui aurait ce qu'on appelle les top jobs, en gros les principaux postes, que sont le poste de président de la Commission européenne, le poste de président du Conseil européen, le poste de haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne, qui est aussi un poste de vice-président de la Commission, et enfin, qui fait partie un peu de l'équation, mais qui n'est pas décidé par les membres du Conseil européen, bien sûr, c'est le poste de président du Parlement européen. Et à l'époque, il n'y avait pas eu d'accord dans ce premier dîner, notamment parce que Giorgia Meloni, la première ministre italienne, qui était à la tête d'une force parlementaire, d'un groupe ECR, donc qui était quand même a fait un plutôt bon score aux élections et n'était pas vraiment ravi des noms qui avaient été proposés. Et par ailleurs, le Parti populaire européen, dont est issue Ursula von der Leyen, étant arrivé en première place, souhaitait avoir tous les postes. Donc c'était assez déséquilibré. Bon, finalement, il y a eu un accord au Conseil européen la semaine dernière sur les 4 postes principaux, ou en tout cas 3 plus 1 qui est attendu. Et surprise, ça reflète exactement ce qui avait été anticipé lors du premier informel, premier dîner après les élections européennes. Donc Ursula von der Leyen a été proposée par le Conseil européen comme présidente de la Commission, donc pour être reconduite pour 5 années supplémentaires. Et elle représente bien sûr le premier parti, donc le Parti populaire européen. Ensuite, pour le poste de président du Conseil européen, qui est un poste pour 2 ans et demi, puisque c'est tous les 2 ans et demi qu'il se repose la question de savoir qui va présider le Conseil européen, c'est le Premier ministre portugais, António Costa, qui a été donc élu pour prendre le poste à la suite de Charles Michel. Donc lui représente le groupe des socialistes, qui est arrivé deuxième en termes de taille au Parlement européen. Ensuite, c'est la première ministre estonienne, Kaja Kallas, qui a été désignée proposée comme haute représentante et vice-présidente de la Commission. Et donc, ceci représente finalement l'équilibre entre les 3 partis sur lesquels Ursula von der Leyen souhaite finalement s'appuyer pour diriger la Commission européenne dans les 5 prochaines années. Mais Giorgia Meloni, elle est toujours pas contente parce que
la raison pour laquelle ils ont trouvé un accord, c'est qu'il y a des représentants de ces trois partis qui se sont rencontrés avec des représentants de chefs d'État et de gouvernement qui se sont parlé juste avant le sommet européen et qui se sont mis d'accord. Et en fait, Giorgia Meloni, bien sûr, elle n'a pas été invitée. Alors la raison pour laquelle elle n'a pas été invitée, c'est parce que le PPE, donc le Parti conservateur, avait dit qu'il ne voulait pas s'associer avec l'extrême droite. Et par ailleurs, les Verts n'ont pas également été associés, puisque le Parti conservateur avait dit qu'il ne voulait pas que von der Leyen finalement s'appuie sur le Parti écologiste, pas sur les Verts, parce que le Green Deal, qui a été le grand objectif de la précédente mandature d'Ursula von der Leyen, eh bien, le PPE a dit ça suffit. C'est pas très populaire il y en a trop. Parmi ses électeurs, et pourtant c'était un Green Deal à minima. On pourrait y revenir. On pourra faire le bilan peut-être du Green Deal. Mais c'était vraiment un Green Deal à minima. Donc, eh bien, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, elle a voté contre Callas comme autre représentant. Elle a voté contre Costa comme président du Conseil, mais elle s'est abstenue lorsqu'il s'est agi de voter sur la reconduction de von der Leyen à la tête de la Commission. Donc, elle essaie probablement d'obtenir des petites choses. Et des petites choses, vous le savez, c'est qu'une fois que Ursula von der Leyen sera désignée effectivement comme présidente élue de la Commission européenne, donc une fois que le co-législateur, le Parlement l'aura désignée, elle devra former son collège de commissaires avec un représentant par pays. Et là, on devra faire les petites négociations pour savoir quel poste aura lieu. Alors, reprenons. Donc, en fait, ce vote-là, finalement, eh bien, le seul qui a un poste qui est garanti, c'est Antonio Costa. Parce que lui, il a été désigné par les chefs d'État et de gouvernement au Conseil européen. Et il n'y en a pas d'autres qui doivent voter. C'est le Conseil européen qui décide seul. Eh bien, Ursula von der Leyen, elle a été donc désignée comme la candidate pour être présidente de la Commission par le Conseil européen. Et maintenant, elle doit recevoir une majorité de votes au Parlement européen. Il y a un vote qui est prévu le 18 juillet. Mais c'est là où, Guillaume, tu disais que c'était peut-être un petit peu la gueule de bois. C'est qu'il n'est pas tout à fait garanti que von der Leyen, elle ait la majorité. Et ça a été confirmé par les calculs du Parti populaire européen lui-même. Vous vous souvenez qu'en 2019, elle avait été investie à la présidence de la Commission avec seulement 9 voix de majorité, parce qu'un certain nombre de parlementaires n'avaient pas du tout apprécié que Emmanuel Macron, finalement, parvienne à l'imposer au détriment du chef du Parti populaire européen, Manfred Weber. Eh bien, cette année, il lui faut donc le soutien de 361 des 720 députés européens, et cette majorité n'est pas assurée. Donc les trois groupes de sa coalition, donc le Parti populaire, les socialistes et les libéraux, comptent 399 élus, et donc il en faut 361, mais on estime qu'une cinquantaine de députés manqueront à l'appel, selon les estimations, là encore, qui ont été réalisées au Parti conservateur, au Parti populaire européen. Donc effectivement, on a une majorité qui est très très mince, mais comme je le disais tout à l'heure, elle ne peut pas officiellement proposer un deal aux Verts et elle ne peut pas officiellement proposer un deal au parti de Giorgia Meloni. Et donc, il va sans doute falloir qu'elle fasse des accords un petit peu oraux, mais sans officiellement former une coalition plus large. Donc, c'est une situation qui est un petit peu inconfortable. Et on va voir comment ça va se dérouler. Elle a en gros 15 jours pour convaincre tout le monde de la soutenir. Alors, si elle n'a pas de majorité, il faudra désigner un autre candidat. Le Conseil européen devra désigner un nouveau candidat. Et ensuite, ce candidat devra obtenir l'assentiment d'une majorité au Parlement européen. Alors, une fois que von der Leyen sera nommée, ce sera à elle de commencer à former son collège de commissaires et de leur donner des feuilles de route. Donc finalement, elle fera son discours de politique générale et puis elle désignera ses différents commissaires sur la base des nommés par les gouvernements. Donc c'est un représentant par pays. Alors ce qu'elle avait fait la dernière fois, c'est qu'elle avait demandé à chaque pays de lui donner 2 noms, un homme et une femme, ce qui lui permettait d'assurer la parité. Mais
d'ores et déjà, les tractations ont déjà un petit peu... Il y a certains pays qui n'ont peut-être pas ce luxe non plus. Alors, certains ne peuvent pas. Par exemple, les Irlandais ont clairement dit... qui ont dit qu'ils ne veulent pas. Et puis, effectivement, en fait, les gros pays en particulier ont déjà avancé leurs billes, et notamment la France, puisque Emmanuel Macron, avant les élections législatives, avait déjà dit et clamé lors du Conseil européen qu'il souhaitait la reconduction donc, de Thierry Breton, le commissaire français pendant cette mandature, mais cette fois pour avoir le poste de vice-président qui s'occupe de la concurrence et qui s'occupe aussi donc de l'économie et de la défense. En gros, le poste de Margrethe Vestager, si vous vous en souvenez. Ah bah tiens. Voilà. Et donc, eh bien là, c'est sans doute là où Ursula von der Leyen pourrait faire des concessions à l'Italie. L'Italie qui souhaite avoir un gros poste, y compris dans le domaine de la défense potentiellement. Donc, ça sera tout à fait intéressant. Et on a bien sûr entendu à titre national que la décision ou la nomination de Thierry Breton par Emmanuel Macron est déjà contestée. Donc, le Rassemblement national a d'ores et déjà dit que cette décision n'était pas légitime, puisque finalement, eh bien, Macron ne pouvait pas décider tout seul. Comme de toute façon, elle ne sera pas désignée présidente de la commission avant le 18 juillet, effectivement, ça sera à l'issue des élections législatives, donc tout n'est pas encore complètement joué, sans doute. Voilà. Ensuite, la dernière étape, eh bien, c'est que chaque commissaire devra réussir une audition devant les commissions du Parlement européen. Vous vous souvenez que la dernière fois, il y avait des commissaires qui avaient été proposés par Ursula von der Leyen sur la base des nominations nationales, qui avaient été écartés parce qu'ils n'avaient pas réussi à convaincre les députés. Et le Parlement européen a d'ores et déjà reconfirmé que ça ne serait pas une validation, un blanc-seing, et qu'il mettrait les candidats sur le grill. Donc on va voir un petit peu, voilà, tant que l'ensemble des commissaires n'ont pas été désignés, adoubés par les commissions du Parlement européen, eh bien Ursula von der Leyen ne peut pas finalement faire valider en un bloc l'ensemble de son collège. Et donc, voilà, ça peut prendre quelques mois en fonction de cette équipe d'IICA qu'elle devra trouver. Le dernier point que je voulais mentionner à Bruxelles, c'est que finalement Mark Rutte, qui avait un peu la gueule de bois parce que ça faisait quand même très très longtemps qu'il était en campagne, a finalement été désigné futur secrétaire général de l'OTAN. Et il commencera au 1er octobre. Et c'était un petit peu difficile pour lui, son dernier Conseil européen, parce qu'il s'est fait tancer par un certain nombre de pays européens qui souhaitent que la Commission et l'Union européenne créent de la dette, par exemple, pour financer la défense. Et bien sûr, en tant que Premier ministre d'un pays frugal, il a dit non. Alors que dans ses prochaines fonctions, naturellement, il appellera les alliés à augmenter leur budget de la défense. Donc il s'est fait un petit peu tancer là-dessus. Oh, c'est mignon, ça nous a donné aussi une belle image de confraternité avec Emmanuel Macron qui arrive en plein milieu d'une interview de Mark Rutte à la fin du Conseil européen pour dire aux journalistes tout le bien qu'il pense de lui. Bouh là là là, ça dégoulinant. Et dire que finalement l'OTAN n'était plus brain-dead, n'avait plus le cerveau ramolli. Bon, ça paraît loin tout ça, ça paraît loin, mon Dieu que ça paraît C'était loin. Un long premier point, mais je pense que notamment pour nos auditeurs en France, c'est important de savoir, de se rappeler qu'il y a des choses qui se passent à Bruxelles à l'issue des élections européennes. On a été un petit peu dans notre centrisme ou notre réflexion sur l'échelon national, mais à Bruxelles, les choses continuent d'avancer. Alors ça sera notre deuxième point d'actualité, Guillaume, le résultat des premiers tours des élections législatives. On ne va quand même pas réduire les résultats de ce premier tour des législatives à portion congrue, même si le temps avance. Voilà, je vous invite à j'imagine que vous avez plus ou moins tous entendu parler de ces résultats. Je veux dire, j'ai consulté ce matin pas mal de sites de journaux et de médias étrangers aux États-Unis, en Chine, au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne. Tout le monde en parle, tout le monde a ça quasiment plus ou moins en une. C'est le séisme qu'on attendait naturellement après la décision de notre cher président Emmanuel Macron de découpiller la grenade, comme il le dit si bien. Sauf que faire tapis. Sauf que quand on dégoupille une grenade, il faut s'assurer qu'elle ne nous revienne pas dans la gueule. Et hier
soir, à l'issue des résultats de ce premier tour, on peut quand même se dire que le parti présidentiel et le président se sont pris leur grenade dans la gueule, tel que c'était prévisible d'ailleurs, suite aux résultats des élections européennes. Alors, le président a fait à ce moment-là un pari. On a vu beaucoup, on vous en a parlé dans notre précédent podcast, c'était un peu dense, mais il a essayé, il a fait un pari en se disant que peut-être qu'il y aurait un sursaut des Français. Donc ça me permet de vous donner une première information, c'est qu'effectivement, il y a un sursaut de participation à ces élections législatives, puisque le taux de participation s'élèverait au final on est encore autour de 68%, alors qu'il était de seulement 47% pour des élections. On parle quand même d'élections à l'Assemblée nationale, 47% en 2022. Donc oui, il y a eu un sursaut de participation. Mais ce que nous enseigne ce sursaut de participation, c'est qu'il bénéficie, et ça les sondeurs, on les aime ou on les aime pas, mais l'avaient annoncé, c'est qu'en général, quand il y a des sursauts de participation ces dernières années, ils bénéficient de façon très équitable au vote déjà prévu auparavant. Pas de grand changement donc. Les sondages se sont assez peu trompés. Dans les faits, dans les chiffres, on a donc, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, le Rassemblement national, allié avec Éric Ciotti, président des Républicains, qui est arrivé en tête avec 33,1% des voix exprimées, suivi par le Nouveau Front Populaire, 28%, et la coalition présidentielle, 20 à 21%. Les Républicains, qui eux ne s'étaient pas ralliés au Rassemblement national, ont réuni 6,7% des voix, et donc on parle d'une participation, comme je le disais, autour de 66,7 à 68%. Alors du coup, voilà, ça c'est les résultats généraux de qui est en tête, mais néanmoins on a beaucoup de triangulaires. Guillaume ? J'y viens effectivement, on parle d'élections législatives, ça ne veut pas dire, c'est des résultats qui pris comme ça ne veulent pas dire grand-chose, et on peut faire plusieurs analyses dans ces résultats, parce que le système fait qu'on a 2 tours d'une part, donc entre le premier et le deuxième tour, il peut y avoir un changement de qui est en tête. Le Rassemblement national est arrivé en tête dans la majorité des circonscriptions au premier tour, mais ça ne veut pas dire qu'il remportera l'ensemble de ces circonscriptions au deuxième. Pourquoi ? D'une part, parce qu'il y a différentes configurations. Il y a des duels avec 2 candidats. Ce sont des candidats qui ont dépassé le seuil de voix nécessaire pour pouvoir, de 12,5% des inscrits pour pouvoir se maintenir, ou qui sont les 2 candidats en tête. On a des triangulaires quand il y a plus de 2 candidats. Il y a 3 candidats qui ont dépassé ce seuil. Et puis, il y a même des quadrangulaires quand on a 4 candidats qui ont donc dépassé ce seuil. Alors, les configurations cette année est très particulière, puisque en 2022, on avait eu 8 triangulaires en tout et pour tout sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, on a donc cette année 76 députés élus au deuxième tour, une majorité de Rassemblement national, mais aussi une grande partie pour le Nouveau Front Populaire. Seuls 2 députés de la majorité sortante ont été élus au premier tour. Et donc, on a effectivement 188 duels et 306 triangulaires. 306, alors qu'on était à 8 en 2022. C'est énorme, donc c'est un changement monstrueux, c'est un record. Et on a donc une nouveauté qui arrive aujourd'hui, qui n'avait pas lieu d'être nécessairement en 2022, c'est le Front républicain. Alors, le Front républicain, qu'est-ce que c'est ? Ça dépend à qui vous posez la question, naturellement. Mais en gros, c'est de se dire que le candidat ou la candidate arrivé en 3e et ou en 4e position se désiste pour laisser, lorsque le Rassemblement national est arrivé en tête, pour laisser le candidat arriver en second ou la candidate arriver en deuxième position, se battre contre le représentant du Rassemblement national. Alors, c'est la théorie. Dans la pratique, on a eu au cours de la soirée... Drama hier soir.
Oui, un peu de drama, mais j'ai envie de dire pas tant que ça finalement. On a fini par avoir, au bout de la soirée, l'ensemble des grandes formations à gauche du Rassemblement national, j'ai envie de dire, qui se sont exprimées. Donc pour aller de droite à gauche, on a les Républicains qui, dans leur grande tradition gaulliste, ont annoncé qu'ils ne donneraient pas de consigne de vote pour le deuxième tour. Bravo messieurs, je pense que le général doit quand même un tout petit peu se retourner dans sa tombe. Nous avons Édouard Philippe, qui représente le parti Horizon, pas grand-chose donc en fait, qui lui a indiqué qu'il voterait au second tour, qu'il donnerait les consignes de vote au second tour c'est-à-dire ni Front National, ni Rassemblement National, qu'est-ce qu'on se perd dans ces noms, c'est faux, ni la France Insoumise. On a eu Gabriel Attal, le Premier ministre, représentant de la majorité présidentielle, qui a, lui, annoncé qu'il fallait voter et faire barrage dans tous les cas de figure où le Rassemblement national était arrivé en tête. Donc une consigne assez claire, qui est finalement la même que celle donnée par les différentes composantes du Front populaire. Donc on a quand même un arc national républicain qui s'est créé hier soir. On a toujours ce problème, et je reconnais que pour beaucoup d'électeurs et d'électrices, c'est un problème qui est celui de la France insoumise, de comment on le qualifie. Alors je reprendrai la définition que Le Monde a utilisée. Le Monde est plutôt un journal de gauche, hein, donc on sait que c'est quand même pas quelque chose. Voilà, c'est de la façon dont eux voient les choses, mais je rejoins assez la façon de faire, même si petite tout à fait personnel, je n'ai pas une affinité très grande, voire pas d'affinité du tout pour la France insoumise. Le Monde les classe dans la gauche radicale et non pas à l'extrême gauche. Où ils mettent la différence, où ils mettent à l'extrême gauche des partis comme le Nouveau Parti anticapitaliste et Lutte ouvrière. La différence entre les deux étant leur programme et notamment leur rapport, je cite, très différent aux institutions en place. Voilà. Chacun peut et doit se faire sa propre opinion sur la façon dont vous voyez ce second tour. Ce que je voudrais retenir pour le premier tour, c'est une phrase hier de Baptiste Beaulieu, qui est un écrivain et un médecin, qu'il a écrit sur son compte Instagram et qui, moi, m'a beaucoup touché. C'est je vais voter avec une seule ligne de conduite, penser aux personnes de mon entourage, chercher parmi elles celle qui est la plus vulnérable et fragile, puis glisser dans l'urne le bulletin qui défendra le mieux ou le moins mal ses intérêts. Prenez soin de vous. Et ça correspond assez bien à mon état d'esprit aujourd'hui. On vous l'a dit dans notre dernier podcast, on est dans une circonscription où il y a peu d'enjeux, en tout cas par rapport au Rassemblement national. On aura au deuxième tour le représentant de la majorité et une représentante du nouveau Front populaire ici du Parti socialiste. Mais quand on est face à un danger qui touche à l'humanité, et je pense que c'est le cas avec le Rassemblement national aujourd'hui, qui touche aux personnes les plus fragiles, à celles qui sont parfois les abandonnés de la société. Et c'est le grand paradoxe aussi de ce vote. On devrait toujours pouvoir voter pour le parti qui sera le plus enclin à aider ces personnes auxquelles on pense. C'est un grand paradoxe, effectivement, pour le Rassemblement national, puisque aujourd'hui, le vote des personnes les plus pauvres et les plus... ceux qu'on peut aussi considérer comme un peu les oubliés de la société, eh bien, il ne va pas vers la gauche, il s'est transféré au Front National parce que, faute d'avoir réussi au cours des 20 dernières années à leur proposer des alternatives crédibles, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est, on n'a jamais essayé, donc c'est les derniers pour lesquels on n'a pas encore testé un gouvernement. Pourquoi on n'irait pas là-bas ? Tout le monde nous a un peu abandonnés, et je pense que ça, c'est assez important aussi à retenir. Alors naturellement, on n'est pas dans un scénario où tout est blanc, tout est noir. On est encore, comme souvent, dans des niveaux de gris. Mais j'espère en tout cas que, je ne sais pas si on peut encore vraiment espérer, mais on va essayer quand même, qu'à l'issue de ce deuxième tour, dimanche d'une part, il n'y aura pas de majorité pour le Rassemblement national. J'espère que les appels à l'arc républicain, même si les coups de couteau ont déjà commencé, notamment de la part d'anciens représentants de la droite aujourd'hui au gouvernement, coucou Bruno Le Maire, et coucou Édouard Philippe. Je pense qu'on aura effectivement, j'espère que
c'est ce qu'on était en droit d'attendre déjà en 2017 après l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui a quand même constitué une forme de choc pour la politique française, mais qui n'a finalement pas abouti à grand-chose, que tous ces partis politiques qui font partie de l'arc républicain aujourd'hui se remettront en question pour effectivement penser à parler à ceux et à celles qui en ont le plus besoin. Voilà, écoute, je vais pas faire de compléments, simplement maintenant il est important que tout le monde continue d'aller voter et donc de voter pour le deuxième tour des élections législatives. Et quand même, pour terminer sur un point positif que j'ai vu tourner aussi pas mal notamment dans les articles à l'étranger, c'est big up sur l'efficacité du système d'élection en France. Parce qu'on a quand même un système qui invite 49,3 millions d'électeurs inscrits. Non, c'est pas une blague, 49,3. Qui invite 49,3 millions d'électeurs donc à voter sur 5 continents différents. Et on a des résultats quasi définitifs dès 22 ou 23 heures. C'est du jamais vu dans la majorité des autres pays. On pense notamment aux États-Unis où les résultats, par exemple, des présidentielles, alors on est d'accord, c'est une autre façon de procéder. Et en même temps, ça reste... des choses qui devraient, on pourrait s'imaginer que ça aille plus vite, mais peuvent mettre plusieurs semaines à arriver. On se souvient de l'attente en 2020 de ces résultats. Donc voilà, big up au service consulaire pour les Français de l'étranger, au service du ministère de l'Intérieur pour la France, à tous les employés et les fonctionnaires qui participent aussi, et puis naturellement à toutes et à tous les bénévoles qui donnent de leur temps le jour des élections pour être assesseurs, scrutateurs ou pour dépouiller. Ouais, bravo, bravo et merci. Vous êtes mobilisés encore et même si les résultats ne nous enchantent pas des masses, 70% de participation pour une élection nationale, c'est pas assez, mais c'est déjà beaucoup par rapport à la précédente. Et voilà, retenons qu'on peut encore sans doute faire mieux le week-end prochain. Merci beaucoup Guillaume. Je vais juste faire peut-être un tout petit update de l'autre côté de l'Atlantique, rapide, parce que effectivement, il y a eu un débat le vendredi dernier, le 28 juin, et c'était le premier débat. C'était le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden. Le camp Biden comptait exploser Trump, et malheureusement, eh bien, il y en a un qui a eu la gueule de bois. C'était Joe Biden. C'était donc c'était vraiment organisé, donc il n'y avait pas de public, ils avaient tout fait pour que ce soit vraiment qu'il n'y ait pas d'insultes. Ils avaient les micros se coupaient quand l'autre n'avait pas quand il y avait quelqu'un qui parlait pour éviter qu'on s'interrompe. Globalement, les questions étaient très très bien, tout s'est bien déroulé. Le problème, c'est la performance de Joe Biden qui a été très décevante. En fait, il est vraiment apparu très vieux et ça a quand même donné beaucoup de doutes, notamment aux grands donateurs du Parti démocrate, qui globalement ont commencé à appeler plus officiellement à ce que Joe Biden se mette à l'écart et qu'on trouve rapidement un nouveau candidat pour le Parti démocrate. Alors, vous savez que c'est un exercice extrêmement compliqué aux États-Unis parce que la désignation qui doit intervenir bientôt de Joe Biden comme le candidat du Parti démocrate, eh bien, c'est le fruit de toute une année de primaire. Et donc, c'est très compliqué de changer un peu au dernier moment. Alors, il se trouve que effectivement, il a fait une très mauvaise prestation, Joe Biden, même si factuellement, il était plutôt bon, mais il est aussi à un moment donné, ils ont commencé à se battre sur qui jouait le mieux au golf. Vraiment, alors là, des trucs, on n'a pas trop compris le truc. Et ce qui est assez drôle, c'est que donc tout le monde a dit, maintenant il est trop vieux, là, il arrive pas, il a pas le punch. Ensuite, on a vu 2 jours plus tard un meeting où là, Joe Biden était revival, il était très en forme. Donc, il y a eu un espèce de conclave ce week-end à Camp Davis, la résidence en dehors de Washington des présidents américains. Camp David. Oui, pardon. Pas Camp Davis. Camp David. Et donc, où Joe Biden a réuni sa famille et ils ont un peu discuté de qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, on est un petit peu dans l'expectative. Mais il est clair que il y aura une attention. Visiblement, la campagne de Biden a déjà dit qu'il prévoyait un deuxième débat en septembre
En fait, la seule bonne nouvelle, entre guillemets, c'était que ce débat ait eu lieu fin juin et pas en septembre-octobre, parce que ça aurait été catastrophique pour les votes. Mais en tout cas, pour l'intention, certainement qu'il n'est pas facile. Et c'est d'ailleurs de tradition qu'en général, les présidents en exercice ratent leur premier débat, parce que ils sont... non pas 100% focalisés sur la campagne, mais focalisés à la fois sur leur job de président. Et donc, forcément, en termes de degré de fatigue, ça n'aide pas. Absolument. Mais quand même, un point à noter, c'est que alors les éditorialistes, notamment ceux du New York Times, qui ne sont pas considérés comme étant des pro-Trump primaires, ont tous considéré, sauf un, je crois, que Trump avait largement gagné ce débat. Même s'il a fait beaucoup de fake news. Même s'il a fait beaucoup de fake news, en termes de qu'est-ce qui est ressorti, de ressenti, c'est Trump qui aurait gagné le débat. Cependant, les sondages qui sont sortis depuis le débat montrent une certaine confiance maintenue des électeurs démocrates à Joe Biden en l'état. Où on en est, on aura peut-être l'occasion, si on poursuit ce podcast à la rentrée, de vous en reparler. Mais en tout cas, on revient encore dans nos nuances de gris. On va pouvoir appeler un podcast comme ça, d'ailleurs, je note. Dans nos nuances de gris, et tout est parfois plus compliqué que ça en a l'air. Et puis, il faudra voir qui prendra comme vice-président ou vice-présidente. Kamala Harris n'avait pas été... voilà. Parce qu'en plus, vu son âge, ça sera... il est à peu près très, 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 très fort probable que le vice-président devienne président au cours de sa mandature. My God, même les papes aujourd'hui, en principe, ils n'attendent plus leur décès pour démissionner, quoi. On peut quand même, ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de clips de Joe Biden qui montraient qu'il était, en gros, qui voulait montrer qu'il était sénile. On peut quand même se demander ça n'est pas aussi le fruit d'une certaine campagne de désinformation bien orchestrée. En vas-tu croire. Et ça, malheureusement, c'est en France aussi un peu pareil. À un moment donné, il y a la petite musique là, et il faut faire attention sur les réseaux sociaux de ne pas se faire complètement désinformer. Absolument. Merci voilà. Max. Je propose qu'on passe quand même à nos sujets vite couple, parce qu'on vous a déjà squeezé cette partie à la fois dernière. Il nous reste un peu de temps, pas beaucoup, mais on va vous parler de quoi ? Vous parler de Drag Race France qui a repris il y a quelques semaines, ça y est. Notre rendez-vous annuel dans le chic, le choc, les paillettes et les sachets away. Eh oui, ça fait du bien d'avoir un programme qui reste toujours très 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 bienveillant, qui est disponible donc à la télé le vendredi soir à 22h30 je crois, et puis disponible en replay et en ligne sur France, comment c'est déjà la plateforme là de je ne sais plus. Vous pouvez le regarder déjà dès 18h le vendredi. Si vous le regardez la plateforme en ligne de France TV en fait. D'accord. Non, parce qu'il y a le replay. Le replay que donc tu peux regarder après la diffusion en ligne, et puis tu as France TV / où tu peux regarder en avance de phase avant la diffusion. Voilà. Et il y a pas mal de viewing parties qui ont lieu dans toute la France. Non, nous on est un petit peu à la bourre là. Il faut essayer. Déjà un épisode de retard, donc pas de spoiler s'il vous plaît. Taisez-vous jusqu'à peut-être ce soir ou demain, on verra. Attends, il faut que je monte le podcast ce soir. Voilà, donc Drag Race toujours très sympa. Ils ont quelques petites nouveautés cette année, avec un téléphone qui sonne. Voilà, on vous invite à aller regarder pour savoir ce que ça donne. Et puis sinon, gueule de bois, c'est aussi parce qu'on a passé un super week-end, Guillaume. C'est double, c'est une gueule de bois double. C'est la gueule de bois de fin de saison, n'est-ce pas ? Une période bien chargée qui se termine, des soirées qui restent encore bien remplies jusqu'à cette semaine. Et voilà, un temps un peu compliqué pour moi. Et je remercie Max en direct devant nos millions d'auditeurs pour sa patience, son calme et la façon dont il a accepté ces 4 mois derniers, notamment un peu compliqués. Voilà. On a fait avec. On a fait avec. Du coup, c'est des on a essayé de soutenir et de faire avec. Et ça fait plaisir. Et puis, mais bon, voilà, on va espérer que c'est derrière et que ça ne se reproduira plus les années suivantes. J'y veillerai. J'ai déjà commencé à y veiller. Je commence déjà à laisser tomber, à passer le relais sur un certain nombre d'activités personnelles et professionnelles. C'est important aussi de savoir où sont ses limites. Et ça, c'est quelque chose qui est important chez nous, de pouvoir nous dire qu'on est soutenu. Et qu'on se soutient l'un l'autre. Et ça fait partie des choses importantes aussi chez nous.
Voilà. Après, on est tous les deux un petit peu de bonne patte et on aime bien on est très engagé dans ce qu'on fait. Et donc parfois, on a tendance aussi à prendre un peu trop de choses. Voilà, c'est un peu ça. Donc voilà. Donc c'est vrai que globalement, il y a certains moments où la corde était quand même très 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 tirée, très tendue. Et je suis content qu'on arrive à l'été globalement pour nous deux. Même si, voilà, ça veut aussi dire qu'on arrive dans ce moment où il y a une accélération du tempo professionnel parce que finalement, il ne reste que 15 jours pour caler tous les trucs qu'on doit caler avant le break de l'été. Et donc, ça va être tendu comme toujours. Et puis, on a quand même passé un très très bon week-end. Oui, hein. Un bon week-end dans un endroit magique qui nous touche personnellement, puisque c'est là où on a fait notre engagement il y a 7 ans. Et donc, c'était pour fêter l'anniversaire de Maud. Donc, très bon anniversaire, Maud, encore une fois. Ouais, ça y est, on commence à arriver. Voilà, on ne se fait pas tout jeune et on commence à arriver à la génération qui fête ses 40 ans. Nous, on a encore un peu de marge. Hein. Ouais, si, quand même quelques années. Mais voilà, on commence à. On a passé la session 30 ans, la session mariage, puis maintenant la session 40 ans. Enfin, il y a toujours des bonnes occasions de faire la fête. Nous, on a fait calcul. Pour les 4 prochaines années, on aura chaque année une très bonne raison de faire une grosse stuff à la maison. Donc, si jamais vous voulez être invité, vous nous faites signe. Et puis, on vous rajoutera la guest list. Hein. Oh là là. on va lancer un business. Hein. On va lancer un business modèle. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 21e épisode et probablement avant-dernier de la saison 5. Absolument, on espère qu'on vous a pas trop donné la gueule de bois. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et de nous écouter chaque 2 semaines avec religieusement. On est très heureux de vous compter parmi nos auditrices et nos auditeurs. Alors voilà, vous connaissez la chanson. Hein. Si vous aimez notre podcast, si vous aimez les informations, mettez-nous 5 étoiles. Mettez-nous des étoiles, mettez-nous des pouces, des likes, commentez, dites-nous ce que vous voudriez, s'il y a des sujets dont vous voudriez qu'on parle. Et puis voilà, vous pouvez aussi le partager si vous l'aimez bien sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube ou Spotify. On est présent, on essaye d'être présent toujours dans tous ces endroits. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours. Et oui, ça c'est sûr. Pas cette semaine, ce ne sera pas le dimanche. Tout à fait. Et donc, d'ici au prochain épisode, portez-vous bien, gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches de démocratie.